Alors, docteur Gérard Fitoussi, vous allez nous parler de l'hypnose et notamment, on va commencer un petit peu par des choses un peu plus générales. L'hypnose comme une sorte de connexion et de synergie entre le corps et l'esprit, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, nous en sommes maintenant à l'époque où nous sommes, nous commençons à comprendre en fait que ce qui était auparavant dissocié, c'est-à-dire d'un côté le corps et puis de l'autre l'esprit, en fait nous nous rendons compte maintenant que tout cela n'est qu'une seule et même chose. Et l'hypnose s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Ça me paraît très intéressant comme approche. Ouais. On ne m'avait pas parlé de ça de cette façon-là. C'est-à-dire que grâce à l'hypnose, on se connecte à un autre niveau de conscience. Qu'est-ce que c'est Alors en exactement? fait, c'est tout simplement que l'on va utiliser les capacités que nous avons tous, qui ne sont pas forcément à un autre niveau de conscience, c'est tout à fait naturel, ce sont des ressources naturelles que nous avons. On est tout à fait, on s'inscrit dans un naturalisme tout à fait classique, si je puis dire, mais dont on se rend compte maintenant, avec les apports de la science et notamment grâce à l'imagerie médicale, de l'influence, du parallélisme entre l'esprit et le corps. Donc en fait, on va utiliser ces ressources que nous avons tous, mais dont on ne se servait pas auparavant, ou en tout cas dont on se servait, mais qui étaient plus ou moins dans une démarche plus ésotérique. Alors que maintenant, nous sommes plus dans une démarche qui rentre dans un cadre tout à fait classique, si je puis dire, de la médecine. Donc il y a 25 ans, voilà. il y a 25 ans, vous aviez commencé, et à ce moment-là, est-ce que ça vous apparaissait comme vous l'aviez commencé comme un truc sur le côté, ou c'était vraiment déjà dès le départ une spécialisation? Alors en fait, le renouveau de l'hypnose, vraiment le renouveau de l'hypnose, il date des années 50, même auparavant, mais vraiment le renouveau date des années 50, et de manière beaucoup plus prononcée depuis une trentaine d'années, une vingtaine, trentaine d'années. Et donc moi, j'ai commencé tout simplement parce que lorsque j'étais installé en tant que médecin généraliste, eh bien, je me rendais compte qu'à un moment donné, l'apport que lorsqu'on recevait des gens qui avaient une telle ou telle problématique, eh bien l'approche strictement médicale, stricto sensu, j'allais dire plutôt technique, eh bien ne suffisait pas à soulager les problèmes des gens. Et donc forcément, c'est qu'il y avait une autre dimension, autre que simplement strictement corporelle. Pour prendre un exemple simple, quelqu'un qui a mal au dos, par exemple, pour lequel on va faire l'approche médicale classique, eh bien va dans une partie des cas, elle va être soulagée, mais dans une grande partie, elle ne sera pas soulagée. On va revoir la personne à plusieurs reprises avec son problème. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas autre chose derrière. Et donc, à partir de là, que ce soit pour ça ou pour d'autres problèmes que j'ai pu rencontrer, eh bien, je me suis intéressé à une autre façon d'aborder les choses. Et dans cette démarche, dans cette recherche qui était personnelle, eh bien, j'ai rencontré l'hypnose au cours de ces pérégrinations, si je puis dire. Et vos patients sont essentiellement des gens qui sont au courant de votre façon de travailler? Alors pas forcément, en fait au départ, moi j'avais une partie qui est essentiellement en médecine générale au départ, et puis petit à petit j'ai développé cette approche et maintenant j'ai des gens qui viennent pour l'hypnose en particulier. Vous participez à des congrès de spécialistes de l'hypnose? L'hypnose maintenant c'est de plus en plus reconnu, que ce soit dans le monde hospitalier, puisque maintenant l'hypnose est utilisée dans de nombreux domaines au niveau hospitalier. Pour l'anesthésie notamment Notamment pour la douleur, dans les soins palliatifs, dans les traitements pour la douleur et pour les anesthésies. Il y a de nombreuses structures maintenant où certaines interventions sont faites que sous hypnose. Par exemple, la chirurgie vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph, par exemple, la plupart des interventions de chirurgie vasculaire carotidienne se sont faites sous hypnose. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup d'autres éléments. Et donc la France, ça peut intéresser nos auditeurs, il va accueillir l'année prochaine, c'est vraiment une grande, très très grande révolution, enfin pas une révolution, en tout cas quelque chose de très important, le congrès international d'hypnose. Pour nous, ça va être quelque chose de très très important où on va recevoir les médecins, les chercheurs, les scientifiques qui s'intéressent à l'hypnose en France. Ça va être en 2015 et le président du congrès international d'hypnose est un Français. Et je dis c'est une grande révolution parce que en fait l'hypnose a longtemps été non pas une chasse gardée mais de la France, mais longtemps avec Bernheim, Coué, Charcot,
qui étaient vraiment des gens qui étaient en pointe. Et puis finalement, ça a été un peu déserté et ça a été ensuite développé à l'étranger, notamment aux États-Unis ou dans les pays d'Europe du Nord. Et là, la France revient au premier plan. Et avec la tenue de ce congrès international en 2015, c'est quelque chose de très important, ce qui montre que le travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années par les Français, les médecins et autres, commence à porter ses fruits et je pense que ça va être un... Mais il y a des associations qui ont des... Quelles sont les principales associations Alors, je vais en donner qu'une qui est la Confédération française d'hypnose et de thérapie brève, la CFHTB. Confédération française d'hypnose et thérapie brève, qui est en fait une confédération, c'est-à-dire qu'elle réunit à l'intérieur un certain nombre d'associations, elles plus ou moins locales, mais qui toutes ont respecté la charte de la CFHTB, de la Confédération française, qui est une charte rigoureuse, de manière à ce que l'enseignement et la formation d'hypnose et les gens qui pratiquent l'hypnose puissent respecter un certain nombre de règles qui sont indiquées déontologiques, notamment au sein de... Alors justement, Freud par exemple s'intéressait à l'hypnose. Il a commencé par là, apparemment. Alors je ne suis pas sûr qu'il ait commencé par là, mais en tout cas il s'est intéressé à l'hypnose. Il l'a pratiqué pendant un certain nombre d'années. Et puis à un moment donné, s'en est désintéressé parce que pour lui, il souhaitait plus travailler sur la libre association, sur la prise de conscience des gens, et donc a un petit peu mis de côté l'hypnose. Il n'en reste pas moins qu'il me semble que dans la relation entre le psychanalyste et son patient, il y a toujours une relation hypnotique quelque part. Mais bon, ça c'est un débat. Mais est-ce que vous avez un traitement qui passe par la prise de parole des patients est-ce qu'on leur demande par exemple de parler de ce qu'ils ressentent, enfin, je sais pas, ou est-ce que c'est simplement un traitement externe, ou est-ce que c'est quelque chose qui les implique au niveau de verbal? Alors tout dépend en fait, celui qui dirige la séance finalement au bout du compte c'est le patient. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de l'hypnotiseur entre guillemets, le praticien qui utilise l'hypnose n'a pas de pouvoir particulier, c'est le patient en fait qui autorise que les choses se passent de telle ou telle façon. Et donc si le patient à un moment donné souhaite parler, eh bien il va parler s'il le souhaite, et s'il ne le souhaite pas, eh bien tout ce qui va se passer pendant la séance va se faire au niveau de son inconscient pendant la séance. C'est tout à fait à sa propre liberté. C'est pas vous qui lui posez, c'est pas vous qui l'interrogez. Mais il peut ne pas répondre. On peut lui demander est-ce que vous souhaitez évoquer telle ou telle situation ou me dire un petit peu ce qui se passe. Il peut y répondre ou ne pas y répondre. Donc c'est vraiment lui qui reste maître de la situation. Alors il n'a pas d'obligation. On parle aussi d'auto-hypnose. C'est possible cette auto-hypnose? Alors en fait, ceux qui pratiquent l'hypnose, comme c'est mon cas ou bien d'autres, disent que toute hypnose est une auto-hypnose en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, le praticien qui pratique l'hypnose en fait, n'a pas de pouvoir particulier, il va simplement accompagner, aider, et c'est le patient qui lui va autoriser, va se laisser guider. Mais donc on va utiliser les ressources et c'est le patient en fait qui s'hypnotise, on va simplement lui tenir un petit peu la main, si je puis dire, pour l'accompagner dans ce travail. Voilà. Donc c'est en fait une auto-hypnose qu'on va aider un petit peu. On ne peut pas parler d'état second. Alors on ne parle pas vraiment d'état second, alors certains parlent d'état modifié de conscience, c'est un petit peu souvent comme ça qu'on évoque cela, parce qu'en fait on n'est ni dans l'état de veille, ni dans l'état de sommeil, on est dans un état intermédiaire, et la plupart des gens qui commencent l'hypnose, qui pratiquent pour la première fois, les patients qui pratiquent la première fois, en fait on a un imaginaire par rapport à l'hypnose de ce qui va se passer. Oui, voilà. Donc il faut dédramatiser cela, répondre aux questions, aux mythes qu'ils peuvent concevoir concernant l'hypnose. Donc ça fait partie de la première séance. Et très souvent, ils sont surpris du fait qu'ils sont à la fois, une fois que la séance se fait, qu'ils ont été à la fois ailleurs, si je puis dire, et tout à fait conscients de ce qui se passait. Et très souvent, ils ont une grande surprise à la fin de la première séance, très positive pour beaucoup, en général. Mais par exemple, vous-même, vous pratiquez l'hypnose pour vous-même? Alors oui, absolument. Vous avez une pratique régulière de l'hypnose à votre sujet? J'essaie de faire en sorte qu'elle soit régulière.
En fait, donc souvent, un petit peu pour des périodes de stress ou de détente, j'utilise l'hypnose pour moi. Et qu'est-ce que ça vous apporte alors finalement qu'est-ce qui se passe dans votre tête qu'est-ce qui se déclenche, qu'est-ce qui se débloque Eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que, eh bien, par exemple, très simplement, on va se remettre. Je pense que le plus simple, c'est que je me remets dans un souvenir, par exemple, de vacances. Oui. Tout simplement, pour prendre un exemple. Et donc, souvenir de vacances, et puis retrouver ce moment agréable. Et au fur et à mesure où je retrouve ce moment de vacances, pour prendre cet exemple, eh bien, une détente s'installe. Ah oui. À l'intérieur. Donc ça renvoie à la pratique de la recherche, non pas des vies antérieures, mais enfin en tout cas, l'hypnose est souvent associée à l'idée de remonter le temps. Alors, on remonte le temps dans un cadre naturaliste, je reviens, c'est-à-dire nous ne pratiquons pas de choses comme les vies antérieures, etc. Mais là, on sort du cadre de l'hypnose tel qu'on la pratique de manière... Mais en revanche, on peut se remettre dans un état... Mais dans le passé, oui. dans le passé, un passé. Mais même parfois, lointain. certains disent qu'on peut même se remettre dans l'état presque embryonnaire ou vraiment natal. Voilà, certains le disent, moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais pratiqué, mais en tout cas, un passé très ancien qui peut remonter jusqu'à parfois l'âge de 2-3 ans. 2-3 ans. Voilà. Maintenant, bon, il peut y avoir une autre pratique, moi ce n'est pas la mienne, mais on peut remonter à un passé assez ancien. Mais généralement, ça n'est pas vous ne travaillez pas dans ce domaine-là de retour. On va utiliser, si vous voulez. Vous l'avez dans quelle occasion, par rapport à quel genre de demande? On va utiliser pour utiliser les ressources des gens. Ah oui. Lorsqu'il y a eu des problèmes, lorsqu'il y a eu des obstacles, on peut revenir sur des périodes antérieures. Les gens, à un âge où ils avaient 10, 12, 13, 14 ans, je ne sais pas, ça dépend, et utiliser ces périodes. Mais alors là, on est la dans question qui se pose, c'est ça. Mais alors là, à ce moment-là, vous apparaissez plutôt comme un thérapeute ou comme un psychologue? On va les aider, on va les accompagner. Absolument, oui. On va les aider, les accompagner. Donc là, ça dépasse quand même assez largement le rôle du médecin habituel. Tout dépend. Bien que le médecin habituel est souvent un confesseur. Voilà, tout dépend de ce que l'on peut considérer comme rôle du médecin. Soit on considère le rôle comme un rôle strictement technique, si je puis dire, où on va s'occuper que du corps, où on va s'occuper de l'ensemble. Oui. Et je n'ai pas la phrase en tête, mais il y a quelques milliers d'années déjà, les philosophes, non pas les philosophes, mais les médecins grecs, je crois que c'était Hippocrate, mais il faudrait retrouver la citation exacte, qui disait on ne peut pas s'occuper du corps si on ne s'occupe pas de l'esprit, on ne peut pas s'occuper de l'esprit si on ne s'occupe pas de l'âme. Et donc en fait, je pense que c'est un tout, on ne peut pas couper les gens en morceaux. Voilà. Et donc on est là pour aider les gens, à condition qu'ils y soient prêts, bien entendu, à condition qu'ils y soient prêts, à les accompagner dans ce travail. Donc de fil en aiguille, vous êtes quand même devenu un médecin des âmes. Ça fait partie. Je préfère utiliser parce que le mot âme est trop connoté avec beaucoup d'autres choses, donc je préfère dire qu'on va aider les gens dans leur démarche, mais d'une manière plus globale. Voilà, d'une manière plus globale. Et est-ce que elle peut servir en psychiatrie aussi, ce genre de... Alors l'hypnose, en fait, l'une des règles, par exemple, de la Confédération française, je parlais du code de déontologie, de la Confédération française francophone d'hypnose et thérapie brève, c'est de n'utiliser l'hypnose que dans son domaine de compétence. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on va demander que chaque praticien, donc il doit être normalement un praticien diplômé, quand je dis praticien, ça peut être un infirmier, mais il a un diplôme reconnu. Ça peut être un psychologue, diplôme reconnu, ça peut être un dentiste, diplôme reconnu, médecin, psychiatre, enfin bon, tout dépend, anesthésiste, enfin peu importe. Donc, des diplômés reconnus dans leur profession, mais vont ajouter à leur panoplie l'hypnose dans leur panoplie et dans leur domaine de compétences. Donc par exemple, un chirurgien dentiste peut très bien utiliser l'hypnose, mais dans son domaine de compétences, qui est par exemple la dentisterie. On va lui demander de ne pas utiliser l'hypnose dans d'autres domaines qui ne sont pas leur domaine de compétences. Autrement dit, on ne peut pas être hypnotiseur tout simplement. Il faut déjà que ce soit au service de notre spécialité. Dans le cadre de la Confédération francophone d'hypnose et thérapie non, mais plus généralement... Alors, c'est toute la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'autres structures qui peuvent former des gens à l'hypnose et qui n'ont pas
de validation reconnue par ailleurs. Alors, si on changeait un tout petit peu de sujet, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de tout ce qui est de l'ordre du magnétisme, par exemple? Alors, moi, Des gens qui se prétendent magnétiseurs ou énergéticiens, enfin, je sais pas. Donc moi j'essaye de garder une démarche scientifique, donc je peux vous dire que je ne connais pas, je ne sais pas. Bon, Pourquoi pas oui. Bon, pourquoi pas Pourquoi pas. Mais honnêtement, je ne peux pas vous donner plus d'éléments parce que. En fait, Par exemple, on pourrait imaginer que certaines personnes et certains médecins aient compris qu'ils avaient des dons particuliers pour traiter leurs patients. Alors on est très prudent avec la notion de don, c'est pour ça que là aussi ça fait partie de la déontologie de la CFHTB. Donc on est très prudent parce qu'on ne veut pas, l'objectif lorsque l'on traite un patient par hypnose, l'objectif c'est qu'il soit indépendant et autonome. Et donc on est très prudent et lorsque l'on forme des praticiens, à bien leur demander d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de don particulier. D'accord. Voilà, nous n'avons pas un don. Moi, je ne suis pas réveillé avec un don particulier. Par contre, j'ai été formé. Donc, la formation, selon les écoles, elle est entre 1 et 3 ans. Moi, j'ai été formé pendant 3 ans dans un domaine qui m'intéresse et avec le temps et l'expérience, eh bien, on va accumuler un certain nombre de compétences et de capacités, mais ce n'est pas un don au départ. Voilà, donc on est très prudent avec cette notion de don, de manière à ne pas faire en sorte qu'il y ait une dépendance entre le patient et le praticien qui pourrait être considéré comme quelqu'un ayant des dons un peu surnaturels. Donc on est très prudent. Il y a toujours une certaine forme de dépendance de toute façon. On est très prudent. Dans le domaine médical. Enfin, les gens ne sont pas dépendants de leur médecin en général, je ne sais pas. C'est possible, mais en tout cas on est très prudent pour ne pas favoriser cette dépendance. L'objectif, encore une fois, est de rendre les gens, de leur permettre d'être indépendants et de ne plus avoir, entre guillemets, besoin de nous. Dans ce cadre précis. Et si on se situe sur un plan plus religieux, si on peut dire, est-ce que par exemple dans la Bible il y a des personnages qui ont où l'hypnose joue un certain rôle, ou en tout cas des personnages qui sont inspirés, des saints, je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Alors, bien sûr, on ne parlait pas d'hypnose à l'époque, on ne parlait pas d'hypnose, mais alors j'avais vu... Il faudrait que je retrouve là. Oui. Faudrait que je retrouve parce que je sais qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Oui, il y a certainement toute une histoire de l'hypnose. Oui. Mais ça ne s'appelait pas l'hypnose, bien entendu. Ça ne s'appelait pas l'hypnose. Mais puisqu'on sait qu'on a retrouvé des composantes qui étaient proches de l'hypnose en Mésopotamie, en Égypte, dans des domaines dans des temps très reculés. Ça ne s'appelait pas l'hypnose, dans les temples grecs, voilà, où on utilisait une forme On a retrouvé quelque chose qui existait déjà. Parce que en fait c'est un travail, donc un rapport de confiance, un rapport avec la parole. Voilà, mais enfin ça avait quand même un peu disparu, non, à un moment donné? Alors, à votre avis, comment expliquer cette espèce de... L'hypnose n'a jamais vraiment disparu, mais elle a disparu, entre guillemets, si je puis dire, des radars officiels. Et à votre avis, pourquoi, à votre avis? Pour plusieurs raisons. Est-ce que Mesmer, c'est lié à l'hypnose aussi? Alors, Mesmer, oui, c'était un peu le précurseur. C'est le premier, en fait, Mesmer, qui a donné une explication rationnelle. Fausse, mais rationnelle. Voilà. En fait, le grand avantage de Mesmer, qui était quelqu'un de très compétent, je pense, dans son domaine, a été le premier à donner une explication rationnelle à son époque, puisqu'il se basait sur la notion de fluide, et donc du magnétisme découvert notamment par Newton. Voilà, c'est un petit peu ça, le magnétisme terrestre, la gravitation. La gravitation. Et donc il a transposé ces concepts de la science de l'époque dans les relations interpersonnelles. Et donc c'était une explication scientifique en pensant qu'il y avait vraiment un fluide qui partait du magnétiseur vers le patient. Donc, cette explication était erronée, mais c'était la première à ne pas faire appel à des choses surnaturelles. Et donc c'est un élément très important. Et d'ailleurs la commission royale, puisque quand Mesmer est arrivé à Paris, donc dans les années 1780, son salon, si je puis dire, était rempli des personnalités de l'époque, des aristocrates, etc., qui venaient chez lui, à tel point que ça a fait pas mal de bruit, y compris au sein de la cour. C'est venu jusqu'aux oreilles du roi, qui a demandé à ce qu'il y ait une commission
commission royale qui se mettent en place de manière à se rendre compte, à statuer sur l'intérêt de ce que faisait Mesmer. Et dans cette commission royale extrêmement importante, il y avait des gens comme Lavoisier, comme Benjamin Franklin, comme Guillotin, le fameux Guillotin, qui ont statué, donc qui se sont réunis, qui ont fait un travail remarquable d'enquête pour savoir si ce que faisait Mesmer était quelque chose de fondé ou pas. Voilà. Donc ils sont terminés en disant que le travail de Mesmer, en fait, ça marchait très bien, mais que ce n'était pas du tout dû au magnétisme, mais que c'était dû à l'imagination. Alors quels sont les autres auteurs quels sont les gens qui ont marqué la modernisation de l'hypnose depuis 2 siècles? Alors, bon, je parlerai. Alors, il y a eu un personnage extrêmement intéressant qui a été qui a marqué, qui était l'abbé Faria. Oui.